Cette vidéo a été faite pendant le confinement de début 2020. Si vous regardez cette vidéo après l'épidémie du coronavirus 2019, vous savez certainement quelle en était la cause. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que tout a commencé en décembre 2019. La principale théorie est que la maladie vient d'animaux. L'un d'entre eux en est le porteur et l'autre en est le passeur. Avant d'être transmis à l'homme, le coronavirus serait donc passé par une espèce intermédiaire. La certitude qu'on a, en tout cas, c'est que ce passeur est un animal sauvage. Un animal sauvage que l'homme n'aurait jamais rencontré s'il n'avait pas été amené au marché de Wuhan, en Chine. C'est la relation, j'allais dire, pas tout à fait naturelle, maintenant que l'homme est développé, entre l'homme et des espèces sauvages qui favorise ce type d'émergence. C'est la promiscuité entre différents animaux sauvages et l'homme qui aurait favorisé l'émergence de la maladie chez notre espèce. Ce type de maladie, transmise de l'animal à l'homme, ça s'appelle une zoonose. Elles peuvent se transmettre de manière directe, comme ce fut le cas pour le coronavirus, ou via ce qu'on appelle un vecteur, principalement des arthropodes, comme le moustique. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il est un peu plus en revanche, c'est l'affirmation de certains scientifiques, journalistes et vulgarisateurs qui expliquent que ces maladies se propagent plus facilement à cause de l'impact de l'homme sur l'environnement. Dans une récente vidéo, Max Bird a dit: les grandes épidémies modernes comme le coronavirus résultent de la pression humaine sur l'environnement, l'habitat des animaux sauvages étant chaque jour plus réduit, leur promiscuité avec les humains démultiplie les probabilités de voir un virus muter et se propager. Changeons. Et depuis quelque temps, les spécialistes remarquent effectivement que le nombre de maladies infectieuses semble augmenter, et qu'un peu plus de 75% d'entre elles sont d'origine animale. Alors est-ce que c'est dû, comme le dit Max Bird, à l'intensification de la pression humaine sur l'environnement ? Pour être bien sûr de ce dont on va parler, on va rappeler ce qu'est l'impact environnemental de l'homme. Cette expression désigne les pressions effectuées par l'homme sur l'environnement pour soutenir son mode de vie. Parmi elles, on va parler de la déforestation, de l'implantation de l'homme dans des zones naturelles ou encore du réchauffement climatique et la réduction de biodiversité. Et on va voir si ces pressions induisent vraiment une recrudescence des infections. De 2001 à 2018, la forêt a été réduite de 361 millions d'hectares. Le problème, c'est que ces changements humains sur cet environnement naturel favorisent la prolifération de parasites capables de transmettre des maladies à l'homme. La déforestation en Afrique, en Asie et en Amérique latine coïncide d'ailleurs avec une forte augmentation de transmission du paludisme dans ces zones. Par exemple, les flaques d'eau dans des zones déboisées ont généralement une acidité et une salinité plus faibles. Résultat, elles sont propices au développement de certaines espèces de moustiques vecteurs du paludisme. Le second point, c'est que la déforestation perturbe les écosystèmes des forêts. Déjà parce que des individus humains se greffent à ces écosystèmes, rajoutant un nouveau type de population, et aussi parce que les modifications qu'ils entreprennent sur ces environnements réduisent certaines populations animales. À partir du moment où vous faites de la déforestation, vous allez dans des habitats, dans des milieux qui ne sont pas des milieux naturels pour l'homme, et vous intensifiez le risque de contact entre l'homme et les espèces. La fièvre jaune en est un parfait exemple. D'habitude, cette pathologie hémorragique se transmet de singe à singe par le biais d'un moustique. Mais lors de nos activités, nous augmentons la présence humaine et réduisons celle des singes. En s'adaptant à ces nouvelles conditions environnementales, les moustiques, qui préfèrent d'habitude piquer les animaux, s'attaquent du coup aux humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque changement environnemental modifie l'équilibre écologique. Et du coup, le contexte dans lequel les hôtes de la maladie ou les vecteurs se nourrissent, se développent et transmettent les maladies. Cet empiètement de l'homme sur certains environnements naturels prend parfois des dimensions encore plus énormes, notamment lorsque des infrastructures humaines empiètent sur ces écosystèmes. C'est ce qui se passe lors de l'implantation de fermes, de villes ou même de projets de contrôle de l'eau. La demande mondiale de nourriture, qui ne fait qu'augmenter, a accru les transformations d'écosystèmes naturels en écosystèmes adaptés. Et l'agriculture, comme l'élevage, peut augmenter la transmission de certaines maladies. Par exemple, en 1998, en Malaisie, l'épidémie du virus Nipah a été permise par l'expansion des élevages de porcs dans les forêts. Le virus, d'habitude chez les chauves-souris, a colonisé les porcs, puis est passé aux éleveurs. Un autre mode de transmission de ce virus s'observe en Inde et au Bangladesh, où les chauves-souris contaminent parfois les récoltes de jus de palme, transmettant le virus Nipah directement à l'homme qui va consommer ces produits. Et c'est effectivement dans ces zones où on a une présence humaine avec donc une culture des palmiers et puis d'autres arbres qui sont cultivés dans ces zones-là. On a ce passage entre la chauve-souris et l'homme dans ces zones d'activité humaine.
Un autre exemple de la pression humaine qui a participé à l'émergence des maladies concerne nos projets de gestion de l'eau. Les barrages et les canaux forment des sites de reproduction parfaits pour les moustiques et participent même parfois à l'émergence de nouvelles espèces dans les zones touchées. Par exemple, la forme la plus meurtrière du paludisme est apparue dans le désert du Thar, en Inde, au même moment que la construction de canaux d'irrigation. Des études ont également montré que des épidémies de schistosomiase affectant des milliers de personnes s'étaient produites après la construction d'un barrage sur le fleuve Sénégal. Il est connu que la pression qu'exerce l'homme sur son environnement a drastiquement réduit la biodiversité. 60% des animaux sauvages auraient disparu depuis 70. Mais logiquement, plus il y a de biodiversité, plus il y a de chances qu'un grand nombre d'espèces soient porteuses de maladies. Cependant, dans certains cas, la réduction de la biodiversité favorise la transmission de maladies entre les espèces. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. En gros, plus il y a d'espèces dans un espace, moins il y aura de probabilité que les vecteurs de transmission se nourrissent d'espèces hôtes d'un pathogène, et moins de probabilité qu'ils le retransmettent à d'autres. Par exemple, la souris à pied blanc, principal réservoir de la maladie de Lyme, a une population plus faible dans des écosystèmes à forte biodiversité, en raison de la présence de ces prédateurs qui régulent leur population, et donc le risque de transmission. Autre exemple, dans le lac Malawi, la surpêche a perturbé la chaîne alimentaire de sorte que les populations d'escargots, hôtes de la schistosomiase, ont beaucoup augmenté, ce qui a multiplié les chances d'attraper cette maladie dans cette région. Et enfin, le dernier point le plus emblématique de la pression qu'exerce l'homme sur son environnement, c'est évidemment le réchauffement climatique. On en mesure encore mal l'impact, mais le changement climatique a des conséquences sur la transmission des maladies, car le climat affecte le développement des hôtes de pathogènes ou des vecteurs, tous deux pouvant potentiellement transmettre des maladies à l'homme. Par exemple, des températures plus chaudes favorisent grandement les moustiques, que ce soit au niveau de leur reproduction ou de la fréquence de leurs repas durant lesquels ils sont susceptibles de transmettre des maladies. Donc plus de moustiques et plus de repas peut augmenter les risques d'émergence de certaines infections transmissibles chez l'homme. Par exemple, selon l'OMS, les moustiques du genre Aedes, vecteurs de la dengue, sont très sensibles aux conditions météorologiques. Et selon certaines études, 2 milliards de personnes de plus pourraient être exposées à la transmission de cette maladie d'ici 2080. Le point primordial qu'il faut comprendre, c'est que plus la densité humaine est élevée, plus la pression sur l'environnement sera forte, et plus nous aurons de chances de voir de nouvelles maladies émerger chez l'homme. Que ce soit avec la densité ou les flux humains, la mondialisation offre désormais un terrain propice au développement des épidémies pour l'ensemble de notre espèce. C'est vraiment un des facteurs clés quand même, c'est la présence humaine et les activités. Donc il y a vraiment ce rôle de la densité de présence humaine et du niveau d'intensité des activités humaines dans ces zones qui est très important.